Bonjour, je m'appelle Hassan Lahmam, professeur à la faculté des sciences biomédiques de l'université Hassan II de Casablanca et je suis membre du laboratoire de recherche d'ingénierie et matériaux. Je suis chargé de donner le cours de mécanique des solides indéformables aux étudiants de la filière SMP en semestre 3 pour l'année universitaire 2020-2021. Le plan du cours est comme suit. Une introduction dans laquelle on rappelle quelques notions de base de la mécanique du poids matériel et on précise aussi les objectifs à atteindre via ce cours. Le chapitre grand 1 est consacré aux compléments mathématiques sur les torseurs. Le chapitre grand 2 contient la partie cinématique des solides indéformables. Le chapitre grand 3 contient la partie sur la cinétique de ce type de solide. Et enfin, le chapitre 4 qui est réservé à l'étude dynamique des solides indéformables. Dans la théorie de la mécanique du point matériel, tout corps réel est représenté par un point géométrique, généralement identifié au centre de masse de ce corps, et qu'on lui affecte un coefficient qui représente tout simplement la quantité de matière contenue dans ce corps. Ce modèle mathématique permet de décrire les mouvements des corps réels, mais sans tenir compte de leur forme géométrique ni de leur rotation autour d'eux-mêmes. Dans la suite, on présente la liste des référentiels couramment utilisés dans la théorie de la mécanique du point matériel et dans celle de la mécanique des solides indéformables. Dans un premier lieu, on cite le référentiel absolu, ou parfois appelé universel. C'est un référentiel dont le repère spatial est laissé poser fixe dans l'univers. Le référentiel galiléen ou de Galilée est un référentiel où le repère spatial est considéré en mouvement de translation rectiligne uniforme. Si l'une des caractéristiques du mouvement de ce repère galiléen n'est pas remplie, on parle de référentiel non galiléen. Parallèlement, en plus des référentiels précédents, il existe d'autres référentiels qui sont définis à partir du système solaire, tels que le référentiel terrestre qui, dans le repère spatial, possède une origine qui appartient à la Terre, généralement à la surface de la Terre, et dont les axes sont liés aussi à la Terre. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont le repère spatial est d'origine le centre de masse de la Terre, mais dont les axes sont orientés vers trois étoiles éloignées. Le référentiel de Copernic est un référentiel dont l'origine est située au centre du système solaire et dont les trois axes sont orientés vers trois étoiles
lointaine. Le référentiel de Kepler, c'est un référentiel qu'on appelle aussi héliocentrique et dont l'origine est placée au centre du Soleil et les trois axes sont orientés dans les mêmes directions que celles du repère de Copernic. Dans la suite, on rappelle aussi les différentes lois de Newton ou de la mécanique newtonienne. La première loi ou principe d'inertie stipule que tout corps représenté par le point matériel et qui n'est soumis à aucune force appliquée, c'est-à-dire que la résultante des forces appliquées est un vecteur nul, ce point matériel il est soit au repos, soit en mouvement de translation rectiligne uniforme. Bien sûr, il faut le remarquer, ce principe ne peut être valable que dans un repère galiléen. La deuxième loi de Newton, appelée aussi principe fondamental de la dynamique, il s'applique dans un repère galiléen sous forme d'une égalité vectorielle entre la force appliquée au point matériel et la dérivée totale de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors on rappelle que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par le vecteur vitesse du point matériel considéré. Et enfin, la troisième loi, qui est dite aussi principe de l'action de la réaction, stipule que pour deux corps A et B, représentés aussi par leur point matériel, il existe des actions d'interaction, soit de type contact ou à distance, telles que ces actions sont vectoriellement opposées. Sans oublier aussi la loi d'attraction universelle qui a été proposée par Newton et qui est donnée par la formule vectorielle suivante. C'est-à-dire, étant donné deux corps A et B représentés par leur point matériel, chacun exerce sur l'autre une force attractive de même module et qui est proportionnelle au produit des masses de ces corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Grand G est appelé constante universelle de gravitation ou bien constante gravitationnelle universelle dont la valeur est affichée sur le diapo. L'ensemble de ces lois qui ont été proposées par Newton a fait l'objet d'une œuvre scientifique historique et qui a été publiée en 1687 sous le nom de Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Il faut souligner aussi que la loi d'attraction universelle de Newton représente historiquement une intuition scientifique qui s'appuie sur les trois lois expérimentales énoncées par Kepler. En effet, les lois expérimentales de Kepler sont basées sur les observations de l'astronome Tycho Brahe. La première loi stipule qu'une planète du système solaire décrit une trajectoire elliptique autour du Soleil, comme l'indique la figure que vous voyez. Le Soleil occupe bien sûr l'un des deux foyers de cette trajectoire elliptique.
La deuxième loi concerne l'invariance de la vitesse aréolaire par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée totale de la surface balayée par le vecteur position qui joint le Soleil à la planète considérée, donc la dérivée de cette surface par rapport au temps, et demeure constante au cours du mouvement. La troisième loi stipule que le carré de la période d'une révolution de la planète qui tourne autour du Soleil est proportionnel au cube de demi-grand axe petit a. Il faut souligner aussi que après l'apparition de l'ouvrage de Newton, on a pu retrouver les trois lois de Kepler par démonstration en utilisant à la fois la loi d'attraction universelle et le deuxième principe de Newton. Alors on va terminer la partie de rappel sur la mécanique du point matériel en citant les deux théorèmes généraux, à savoir le théorème du moment cinétique et celui de l'énergie cinétique. Alors, le théorème du moment cinétique appliqué à un point matériel, il se traduit par la relation suivante. La dérivée du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment des forces appliquées au point matériel. Ici, le point O représente l'origine du repère galiléen. Concernant le théorème de l'énergie cinétique, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la puissance de toutes les forces appliquées au point matériel. Parmi les objectifs du cours de mécanique du solide indéformable est de savoir comment combiner l'hypothèse de l'indéformabilité d'un corps et la géométrie de sa masse dans l'espace afin d'étudier son mouvement tout en tenant compte de sa forme géométrique et de sa rotation autour de lui-même. De même, on pourra savoir comment établir les nouvelles écritures des grandeurs cinétiques, à savoir le moment cinétique et l'énergie cinétique. Par exemple, pour le moment cinétique d'un solide indéformable, on verra plus tard que ça revient à compléter la définition du moment cinétique dans le cas d'un point matériel par un moment cinétique complémentaire qui dépend de la rotation du solide autour de lui-même. De même, pour l'énergie cinétique d'un solide indéformable, on verra comment compléter l'énergie cinétique du solide en question considéré comme un point matériel par une énergie cinétique complémentaire lorsqu'on tient compte de sa rotation autour de lui-même. Le chapitre grand 1 est donc réservé aux compléments mathématiques sur les torseurs, mais avant d'introduire la notion de torseur, il faut tout d'abord rappeler la définition d'un champ vectoriel de type antisymétrique, qu'on appelle aussi champ de moment. Alors, un champ vectoriel antisymétrique est un champ de vecteurs
qui vérifie une relation dite de Varignon qui est donnée par la relation suivante. En effet, il s'agit d'une relation liée à un changement de point. Donc nous avons ici la valeur du champ au point B est égale à la valeur du champ au point A plus un certain vecteur R vectoriel AB. A priori, le couple de points AB est quelconque, mais il y a des cas particuliers où le couple AB doit appartenir à un domaine restreint et bien défini. Grand R est appelée résultante du champ antisymétrique. La valeur de M du champ M au point A est appelée moment au point A. Donc, tout champ antisymétrique possède certaines propriétés qu'on va présenter par la suite. La première propriété est dite propriété d'équiprojectivité. En effet, si on reprend la relation de Varignon et si on applique le produit scalaire de part et d'autre du signe de l'égalité par le vecteur AB, on remarque que les vecteurs M de A et M de B, ils ont la même projection suivant la direction AB. Alors, il y a un théorème inverse, en fait, un théorème qui permet de passer de cette relation d'équiprojectivité à la relation vectorielle de Varignon. Ça s'appelle le théorème de De Lassius. Alors, vous allez recevoir, au même titre que cette première partie de cours, un complément de cours dans lequel il y a la démonstration détaillée de ce théorème. Donc, tout champ, d'après ce théorème, tout champ équiprojectif est automatiquement un champ qui vérifie la relation de Varignon, donc un champ de moment. La deuxième propriété, c'est l'invariant scalaire, qu'on appelle aussi l'automoment. Alors, c'est quoi l'automoment? Si on applique dans la relation de Varignon le produit scalaire de part et d'autre du signe d'égalité, de l'égalité par le vecteur R, ben on remarque que le produit M, le produit scalaire M par R est indépendant du point choisi. C'est pour cela qu'on l'appelle l'invariant scalaire. Donc cette invariance est liée automatiquement à l'espace. Troisième propriété, c'est l'invariant vectoriel qu'on verra ses applications ultérieurement. En effet, on aura besoin plus tard d'utiliser ce vecteur J, grand J, qui est donné par la formule grand I, qui est l'invariant scalaire, sur la norme de la résultante, et tout fois le vecteur U, le vecteur unitaire U, qui est défini suivant le sens de la résultante. Bien sûr, comme la résultante ne dépend pas du point choisi, l'invariant scalaire aussi, et bien, le vecteur J, qu'on verra son intérêt ultérieurement, ne dépend pas aussi de l'espace. Alors maintenant, c'est quoi un torseur associé à un champ antisymétrique? Plus précisément, un torseur, c'est un être mathématique. Donc ce n'est pas un vecteur, ce n'est pas un scalaire, ce n'est pas une matrice, c'est un ensemble constitué de la résultante et du moment, de la valeur du moment en un point donné. Par exemple, si je prends la résultante et la valeur du moment, c'est-à-dire du champ antisymétrique, en un point A, au sein d'un ensemble,
on appelle ça un torseur qui est noté par tau ou parfois par grand T, la lettre majuscule grand T. Et tout torseur, il doit être présenté en le définissant en un point donné. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces deux vecteurs-là? Parce que si l'on connaît la valeur de ces deux vecteurs particuliers, on peut connaître la valeur du champ en tout point de l'espace ou bien en tout point du domaine de définition dans lequel on doit faire l'étude. Donc, ça constitue en quelque sorte une certaine base pour construire le champ dans tout l'espace. Alors, ces deux vecteurs qui jouent le rôle d'une certaine base pour construire le champ antisymétrique, on les appelle aussi éléments de réduction du torseur au point considéré. Ici, ce sont des éléments de réduction au point A. Parmi tous les torseurs existants, on cite trois types de torseurs particuliers qui constituent une certaine base pour un torseur quelconque. En fait, il y a ce qu'on appelle torseur nul. C'est quoi un torseur nul? C'est un torseur dont la résultante R est un vecteur nul. Et s'il existe un point Q tel que le moment est nul, alors on montre d'après la relation de Varignon que le moment est nul en tout point A de l'espace considéré. Donc en résumé, un torseur nul il est donné par ces éléments de réduction qui sont identifiés au vecteur nul. Il y a aussi ce qu'on appelle torseur couple. Un torseur couple, c'est un torseur dont la résultante est nulle. Et si il existe un point Q tel que la valeur du moment n'est pas nulle, alors on montre d'après la relation de Baryon que le moment n'est pas nul et qu'il est le même partout dans l'espace considéré. Donc il s'agit ici d'un champ antisymétrique uniforme. Et enfin, on termine avec le torseur qui est appelé glisseur. Alors cette fois-ci, il faut que la résultante ne soit pas nulle. Et s'il existe un point Q tel que M de Q scalaire, la résultante égale à 0, alors on montre d'après l'invariant scalaire du champ antisymétrique que le produit M de A scalaire R est nul quel que soit le point A. Donc en résumé, pour le torseur glisseur, c'est un torseur dont la résultante est un vecteur nul et dont l'invariant scalaire est nul. On rappelle aussi dans la suite certaines opérations sur les torseurs, mais il ne faut pas oublier que les torseurs, bien qu'ils sont définis comme des ensembles, ce sont des ensembles bien ordonnés, c'est-à-dire on commence par écrire quand même la résultante comme premier élément et puis la valeur du moment en un point donné comme deuxième élément de cet ensemble-là. Alors la première opération, c'est l'égalité ou bien l'équivalence de deux torseurs. Alors on dit que deux torseurs sont identiques en un point A s'ils ont la même résultante et que leurs moments sont égaux en ce point. En utilisant la relation de Varignon, on montre que leurs moments sont égaux partout dans l'espace. La deuxième opération, c'est la somme de deux torseurs. Comment appliquer la somme de deux torseurs sous forme d'une combinaison linéaire?
à l'aide des coefficients réels alpha et bêta. Donc alpha fois taux 1 au point A plus bêta fois taux 2 au point A. Donc remarquez qu'il faut que les deux torseurs soient appliqués au même point pour définir la somme. Et bien la somme ainsi présentée, c'est égal au torseur. Dans la résultante, c'est alpha R1 plus bêta R2. Et dans le moment, c'est alpha M1 au point A plus bêta M2 au point A. On peut définir aussi comme opération le produit de deux torseurs, qu'on appelle aussi commomment. Il faut faire attention ici, comme je l'ai déjà signalé, un torseur, c'est un ensemble bien ordonné. On appelle produit de deux torseurs qui sont définis au même point, en un même point A, la somme des deux produits scalaires qui sont situés à droite de l'égalité. Alors cette somme contient le produit scalaire de la résultante du torseur numéro 1 par le moment du torseur numéro 2 au point A, plus le produit scalaire de la résultante du torseur numéro 2 par le moment du torseur numéro 1 au même point A. Donc il s'agit en fait de la somme des produits croisés. C'est très important de remarquer ça, de noter ça, parce que on verra dans des applications en mécanique que si on ne respecte pas ces produits croisés, on risque d'avoir des unités qui ne sont pas homogènes. Ce sont des opérations qui respectent des règles bien précises au niveau des éléments qu'on manipule dans ces opérations-là. Le commandement de deux torseurs ainsi défini précédemment possède une propriété fondamentale, à savoir que le commandement de deux torseurs ne dépend pas du point de résolution choisi. Alors en effet, vous avez ici la démonstration de cette propriété-là en détail. Donc imaginons qu'on a un commandement de deux torseurs taux 1 et taux 2 en un point A. Donc là, on applique tout à fait la règle de ce produit de torseurs. Par la suite, comme les deux champs vectoriels sont antisymétriques, donc on a le droit d'utiliser la relation de Varignon pour passer du point A à un autre point B. Donc, si on développe les produits, différents produits scalaires par rapport à la somme vectorielle, on trouve dans la troisième égalité la somme de deux produits scalaires, R1 scalaire M2 au point B plus R2 scalaire M1 au point B. Cette somme-là n'est que le commandement des deux torseurs considérés au point B. Donc ça, on va le signaler à la fin. Mais ce qui est très important ici, c'est d'analyser le reste, c'est-à-dire la somme des deux produits mixtes qui est tout à fait à droite. Alors, comme vous le savez, un produit mixte reste invariant lorsqu'on applique la permutation circulaire sur les vecteurs qui le constituent. Donc ici en bas, je vous ai j'ai mis à votre disposition deux schémas qui expliquent c'est quoi la permutation circulaire. Par exemple, si je prends le premier produit mixte, eh bien dans cette expression-là, le premier vecteur c'est R1 par exemple.
qui est suivi par R2, qui est suivi par B1. Et pour fermer la boucle, on doit revenir au vecteur initial, c'est-à-dire R1. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va conserver le deuxième produit mixte, on ne va pas le toucher, mais on va essayer d'appliquer deux permutations successives au premier produit mixte. C'est-à-dire on va faire déplacer R1 deux fois selon la permutation circulaire de même R2 et de même B1. Dans la quatrième égalité, on voit très bien que les deux produits mixtes sont opposés, puisque les deux produits vectoriels qui leur sont associés sont opposés. Et par la suite, le commandement des torseurs τ1 et τ2 au point A, c'est égal tout simplement au commandement de ces mêmes torseurs, mais au point B. Et si je change B par un autre point C, le commandement ne dépend pas du point choisi. C'est pour cela, à la fin, on doit écrire que τ1 au point A fois τ2 au point A, c'est la même chose que τ1 au point B fois τ2 au point B. En fait, c'est égal à τ1 fois τ2, quel que soit le point choisi. C'est pour cela qu'on dit que le commandement est invariant par rapport au point de réjection choisi. Parmi les propriétés intéressantes des torseurs, il y a la propriété qui est liée à la notion de ce qu'on appelle axe central d'un torseur, ou bien axe central associé à un champ antisymétrique. Alors on verra ultérieurement une ou plusieurs applications de cette notion-là en ce qui concerne la mécanique d'un solide indéformable. Alors pour arriver à cette propriété-là, il faut se donner le problème suivant. En fait, il faut chercher les solutions de cette équation vectorielle qui est écrite de la façon suivante. Résoudre l'équation M de P égale alpha R, c'est-à-dire existe-t-il des points P de l'espace euclidien tels que le champ M reste collinéaire à la résultante, où alpha est un coefficient réel. Et bien sûr, comme on va le constater par la suite, on doit supposer à l'avance que la résultante est un vecteur non nul. Alors, est-ce que le coefficient alpha est vraiment n'importe quel réel? Eh bien, si on multiplie les deux membres de cette équation par la résultante R, c'est-à-dire en faisant un produit scalaire de part et d'autre du signe de l'égalité par le vecteur R, ben on obtient alpha, c'est le produit scalaire de R par le moment point P sur la norme de la résultante au carré. En fait, alpha, c'est tout simplement l'invariance scalaire sur la norme de la résultante au carré. Autrement dit, étant donné un champ antisymétrique, pour résoudre cette équation-là, avec la résultante non nulle, ben le coefficient alpha n'est pas n'importe quel réel puisqu'il est bien défini en fonction de l'invariance scalaire et de la résultante. Donc c'est un nombre bien défini qui s'écrit en fonction des caractéristiques des champs antisymétriques. Dans ce cas, le problème à résoudre, on peut l'écrire en utilisant la relation de Varignon.
c'est-à-dire en choisissant un autre point autre que P, un point grand Q par exemple, eh bien, ce passage il est autorisé par l'application de la relation de Varignon. Et dans quel intérêt? C'est de faire apparaître l'inconnu, c'est-à-dire le point P, sous forme d'un vecteur, c'est-à-dire l'inconnu par la suite devient le vecteur QP avec Q, c'est un vecteur, c'est un point connu. La seule inconnue, c'est P. Donc un petit arrangement permet de réécrire cette équation sous la forme suivante. La résultante R vectorielle, le vecteur inconnu QP, est égal à un second membre connu sous forme de alpha grand R moins la valeur du moment au point Q. C'est une équation qu'on peut écrire sous une forme réduite. Un vecteur A, le vecteur A ici c'est la résultante,